Passé, les aspects environnementaux ont été abordés. Donc, face à les challenges environnementaux sont nombreux. Donc, on vous propose une présentation là, sur les stratégies environnementales de bassins laitiers importants. Est-ce que les Pays-Bas vont réduire vraiment la production laitière de 30%? Est-ce que l'Irlande fonce toujours vers 10 millions de tonnes de lait? Est-ce que la Nouvelle-Zélande a complètement atteint le plafond de verre? Est-ce que la mécanique est enrayée? Et donc, on va avoir une présentation d'Elisabeth Castellan là, du département environnement, ressources de l'Institut de l'élevage, hein, qui elle a participé à plusieurs projets européens. Donc, elle connaît beaucoup de pays. Elle va, je pense, proposer une analyse très approfondie. Et on aura ensuite un complément avec Raphaël Boré là, sur toujours la question des compléments alimentaires par rapport à la réduction des émissions de méthane entérique. C'est un autre sujet. C'est traité dans Métal 2030. Donc, on y va pour ça. Donc, vas-y, Elisabeth. Merci, André. Donc, ma présentation va être en 4 parties me concernant. En premier, donc, rapidement, le positionnement des grands bassins laitiers européens et mondiaux qu'on a étudiés. Quelles ambitions ils ont en termes d'impact environnementaux, donc d'un point de vue réglementaire des États, mais aussi des groupes laitiers, que ce soit coopératifs ou privés, sachant qu'on a étudié 4 enjeux environnementaux: les gaz à effet de serre, la qualité de l'eau, la qualité de l'air et la biodiversité. On verra quels moyens pour financer cette transition et ses objectifs. Et il y aura un zoom sur la politique de quelques pays. André les a un peu cités, mais voilà, où il se passe des choses. Alors, petite attention, donc quand vous verrez le petit symbole, c'est qu'il faut faire attention sur les chiffres. Donc, pour cette étude, on a essayé de rassembler des données issues à la fois des projets, mais aussi de beaucoup de recherches Internet, avec parfois la difficulté d'avoir de la cohérence dans les données sur est-ce qu'on est sur les mêmes années, les mêmes périmètres, etc. Donc, je vous le redirai quand il faut faire attention. Voilà, le but de l'étude, c'était de balayer tous ces pays. Je tiens à préciser que je ne suis pas une grande spécialiste de la réglementation environnementale, hein, c'était surtout pour faire une synthèse de toutes ces informations. Donc, on est impliqué dans beaucoup de projets européens, donc je ne vais pas forcément les citer tous, hein, mais c'est surtout pour dire que c'est des lieux de veille et d'échange avec beaucoup de partenaires, et que dans ces projets, on traite à la fois de la neutralité, de la finance carbone, des compétences du conseil, mais aussi de la recherche. Donc c'est des projets très larges. Donc les bassins laitiers qu'on a étudiés, donc il y en a 4 en Europe, donc France, Irlande, Pays-Bas et Danemark, et 2 à l'international, Nouvelle-Zélande et USA. Alors je ne vais pas forcément citer tous les chiffres, donc juste vous voyez en parenthèse, c'est le rang de production mondiale, et ensuite vous avez le nombre de vaches laitières, la production laitière et l'export en valeur. Donc ces 6 pays représentent des systèmes et des contextes pédoclimatiques très différents, avec des systèmes pâturants comme la Nouvelle-Zélande et l'Irlande, à des systèmes intensifs comme au Danemark et aux USA. Le choix de ces pays, ça a été à la fois par rapport à leur poids en tant que producteurs et ou par rapport à leur politique, ou la réglementation environnementale qui était intéressante à exposer. Et petit point sur les USA, le zoom sera fait sur la Californie, qui représente 20% du lait produit. Donc, si on reprend cette même carte, quelques chiffres sur leurs impacts pour un petit peu les situer. Alors, attention sur les émissions brutes, vous avez un petit picto, c'est que ce sont des données qui viennent d'outils différents et donc pas forcément à même méthode, donc il ne faut pas forcément comparer tels quels les chiffres et les prendre avec un petit peu de précaution, mais ça vous permet d'avoir un petit peu des ordres de grandeur entre la Nouvelle-Zélande qui a des émissions les plus élevées et les USA, les plus basses, pardon, et les USA les plus élevées. Donc sur les 2 autres indicateurs, c'est autour de l'azote. Donc là, pour le coup, bien comparable, parce que c'est des données issues de la FAO, donc même méthodologie, où on retrouve d'un côté le lessivage de l'azote et de l'autre côté la volatilisation. Donc c'est exprimé en kilos par hectare. Donc il y a des petits codes couleurs qui sont juste un positionnement relatif, hein, on n'a pas du tout fait d'études de statistiques, mais pour positionner un peu les pays. Et donc on voit notamment les 2 pays dont on va reparler après, l'Irlande et les Pays-Bas, qui sur l'azote sont plutôt dans le rouge.
À noter qu'il n'y a pas d'indicateur sur la biodiversité parce que c'est un enjeu assez vaste et complexe où il n'y a pas d'indicateur commun. Donc voilà, c'est un peu compliqué de le traduire avec un seul indicateur. Donc en premier, on va brosser toute la réglementation environnementale et les ambitions des bassins laitiers. Donc cette première diapo, c'est pour vous donner un peu une vision globale des textes depuis 1991 à aujourd'hui. Donc sur la partie haute du schéma, vous avez les textes qui sont au niveau international, sachant qu'il y a deux enjeux principalement qui sont abordés. C'est les gaz à effet de serre et la biodiversité, avec les COP et les conventions. Sur les autres enjeux, il y a peu ou pas de textes au niveau international et qui sont traduits. Donc là, c'est des exemples de traduction au niveau européen, avec notamment les directives. Donc j'irai plus dans le détail pour chacun des enjeux. Et vous retrouvez, pour juste vous aider à lire les diapos à chaque fois, les petits pictos que vous retrouvez sur chacune des diapos pour savoir si on parle de gaz à effet de serre, qualité de l'eau, etc. Globalement, tous les textes, c'est des entrées plutôt par enjeu, mais avec une mise en œuvre qui peut se croiser. J'en reparlerai plus tard, mais par exemple, la directive nitrate a aussi un impact sur la biodiversité, même si ce n'est pas son objectif numéro 1. Donc on commence par les émissions de gaz à effet de serre. Les accords de Paris se retrouvent au niveau européen dans plusieurs textes, notamment l'European Green Deal et plus récemment, et après aussi au niveau international, plus récemment, il y a aussi le Global Methane Pledge, et donc il se traduit dans les pays européens dans des textes, donc Stratégie nationale bas carbone pour la France, AG Climate pour l'Irlande, ou le Climate Act pour le Danemark. Si on regarde hors Europe, aux États-Unis, alors malgré les allers-retours politiques, donc on rentre dans les accords, on sort, on rentre, indépendamment de ça, il y a l'US Climate Alliance qui a été fondée en 2017 et qui rassemble 24 États, soit 60% de l'économie américaine, pour dire que ces États veulent respecter les accords de Paris et mettre en place une réglementation dans leur propre État, et donc la Californie en fait partie. Et donc, derrière ces textes réglementaires, ce sont des objectifs. Alors, sur les objectifs, vous avez de nouveau le petit picto. Donc, attention, parce que là, les périmètres ou l'année de référence ne sont pas forcément les mêmes. Donc, ce n'est pas forcément facile à lire. Donc, sur le côté gauche, vous avez les objectifs à 2030. Donc, il y a certains pays qui ont des objectifs bien identifiés, spécifiques pour le secteur agricole. D'autres pays qui ont des objectifs non spécifiques, donc soit pour l'ensemble de leur secteur, soit sur ce qu'on appelle le secteur des non-ETS, qui rassemble transport, agriculture, déchets et industrie, ou encore des pays qui ont des objectifs spécifiques pour le méthane. En grands chiffres, il faut retenir qu'on est à peu près en gros de l'ordre de moins 30 à moins 50% là, en fonction des pays. Et quand on regarde 2050, certains pays ont des objectifs spécifiques pour l'agriculture, donc l'Irlande, système alimentaire neutre, pour la France, moins 46%. D'autres pays ont des objectifs globaux de neutralité, donc souvent notamment ils parlent d'économie neutre, c'est le terme utilisé, et encore des pays qui ont des objectifs méthane spécifiques. Donc c'est le cas de la Nouvelle-Zélande, qui dit qu'ils ont un objectif donc, de net zéro hors méthane biologique, ou pour celui-là, c'est moins 47%. Donc tout ça, c'est des objectifs. Comment ça se traduit en action ? Donc la plupart des pays, aujourd'hui, sont plutôt sur des démarches incitatives, via des démarches volontaires financées, donc au cas de la France, de l'Irlande, de la Californie, où globalement, c'est de la mise en avant de bonnes pratiques qui sont bien identifiées, du financement d'investissement. Beaucoup de pays se positionnent clairement sur les nouvelles technologies, donc nouvelles technologies disponibles, mais aussi sur de la recherche. Donc là, j'ai mis l'exemple sur la mise en avant des additifs qui est cité dans les 3 pays où vous avez les petits pictos. Et puis, plus récemment, vous avez donc la mise en place d'une taxe carbone que je détaillerai un petit peu plus tard. Et dans les évolutions à venir, où là, c'est un point d'interrogation, mais disons que c'est qu'ils en parlent et que c'est dans les tuyaux, c'est en Nouvelle-Zélande où il y aurait l'intégration de l'agriculture
dans leur schéma en gros de crédit carbone. Donc c'est plutôt combattu, mais c'est quelque chose qui est mis sur la table régulièrement et qui aura un impact fort pour l'élevage néo-zélandais. Alors, on change d'enjeu, on va sur la qualité de l'eau. Donc, en Europe, on a la directive 4 sur l'eau, la directive nitrate, c'est les deux principaux textes, où c'est un objectif d'avoir des bons statuts de qualité de l'eau, de réduction des nitrates et de trophisation. Alors, sachant que l'eutrophisation, c'est bien cité dans la directive nitrate, mais il n'y a pas d'indicateur commun, donc clairement, en termes de suivi, c'est compliqué. Et donc, ça se traduit concrètement dans les pays avec une base assez similaire, mais des ajustements locaux en fonction des enjeux, avec des actions renforcées, des dérogations, des zonages. Et donc, par exemple, aux Pays-Bas, le cheptel est plafonné par un système de droit de production sur le phosphore. En France, on a des zones d'action renforcées à l'ouest. On a aussi un croisement avec la réglementation ICPE. Et petit zoom hors Europe, en Californie, sur une vallée spécifiquement, ils ont un programme de contrôle des nitrates qui est assez proche de nos règles de zones vulnérables, avec des obligations de stockage d'effluents et de cahiers d'épandage, etc. Pour un problème là d'eau potable. Donc, ils distribuent des bouteilles parce que l'eau n'est pas potable, pour dire l'impact quand même. Donc, on parle beaucoup, c'est dans les bassins où il y a une forte dégradation de la qualité de l'eau. On a vu au début, ils étaient dans le rouge. Ça va évoluer avec la fin de dérogation du seuil de pression azotée des 250 kg d'azote organique. Alors, on sait que cette dérogation se termine, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la mise en œuvre concrète pour l'Irlande et les Pays-Bas. Donc pour les Pays-Bas, il y a une claire attente de la part de l'Europe avec une protection de captage, une diminution de l'élevage, des zones tampons, etc. Donc d'après la LTO, si ils redescendent à 170, c'est une réduction du cheptel de 1/3, et il leur manque 270 000 hectares de surface d'épandage, donc ça représente quand même 15% de leur SAU, donc c'est pas neutre. Et donc, dans les solutions étudiées par la LTO, c'est la délégation d'élevage des génisses en Allemagne, pour dire on garde les vaches et les génisses sont les meilleurs. Le traitement des effluents, le travail sur un dispositif qui s'appelle Rainure, qui est en fait de faire de l'engrais minéral à partir d'organique et qui est possible grâce à une modification de la réglementation, et aussi le travail sur l'efficacité alimentaire. Donc ça, c'est côté Pays-Bas. Et côté irlandais, il y a une volonté très affichée de prolonger la dérogation, mais qui irait peut-être sur une réduction du plafond. Alors, je dis en gros peut-être parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur tout ça, même si la dérogation, là, est théoriquement terminée. Et alors, on sort un peu du volet qualité de l'eau directe, mais c'est que ça aura aussi un impact pour les élevages en Europe. C'est le volet taxation des engrais. Donc, il y a un quart des engrais consommés en Europe qui proviennent de Russie. Et à cause du contexte politique existant, il va y avoir des droits de douane supplémentaires sur les engrais russes, et plus il y a des taxes anti-dumping pour les engrais hors Union européenne, donc qui fait que globalement, le prix des engrais en Europe devrait être impacté. Troisième enjeu, la qualité de l'air. Donc qualité de l'air, en élevage, on parle principalement de l'ammoniac parce que 93% de l'ammoniac provient de l'agriculture. C'est un gaz important et difficile dans les objectifs de réduction sur la mise en œuvre. Donc ça se traduit principalement dans la directive NEC, qui est sur les polluants atmosphériques, qu'on comprend l'ammoniac. Et il y a aussi le Zero Pollution Action Plan qui est plus récent. Et donc l'objectif notamment de la NEC, c'est de réduire de 55% la mortalité liée à la qualité de l'air. Donc c'est un objectif général. Et vous retrouvez dans le tableau donc, les objectifs de réduction par pays. Donc le point initial, c'est 2005. Et vous avez l'objectif pour 2020-2029. Donc c'est l'objectif de réduction annuelle par rapport à 2005. Et l'objectif à plus 2030. Donc si c'est en vert, c'est que les pays ils sont sur la bonne trajectoire pour respecter les réductions. Et si c'est en orange ou en rouge, c'est qu'il y a encore du travail à faire. Donc c'est un gaz où il y a beaucoup d'enjeux. Et un autre texte, et j'en parlerai juste après, c'est la directive IED qui est relative aux émissions industrielles. Donc comment ça se traduit concrètement ?
Alors, c'est plus ou moins poussé en fonction des pays, et c'est vrai que c'est moins clair hein, que pour d'autres enjeux. Il y a des incitations à la mise en œuvre de bonnes pratiques, donc c'est le cas de la France, où aujourd'hui on n'est que sur l'incitation. Donc il y a la couverture de fosses, le matériel d'épandage. À noter qu'il y a un projet de loi d'interdiction de la buse palette, mais qui a été reporté à 2026, donc ça fait un moment qu'on en parle, mais ce n'est pas effectif. D'avoir de l'enfouissement plus rapide ou de travailler sur les outils d'aide à la décision. Aux Pays-Bas, historiquement, ils avaient des suivis de fermes pilotes pour mettre en œuvre des leviers et prouver leur efficacité. Donc, je ne vais pas forcément vous citer tous les leviers, mais ces leviers permettaient de réduire les émissions de 20% en 3 ans. Mais leur objectif, c'est de réduire de 70%, donc on n'atteint pas les objectifs. Et donc, il fait que là, vous voyez en bas du graphique, j'en parlerai plus en détail, mais mis en place le régime social de cessation d'activité d'élevage. Autre pays, le Danemark, où il y a une obligation de couverture de fosses pour les fosses alisiers. Une question qui se pose pour l'avenir, qui est vraiment un point d'interrogation, c'est l'application de la réglementation IED, hein, donc qui est sur les polluants atmosphériques, application à l'élevage bovin, qui aurait des impacts très importants avec de très fortes contraintes, des forts investissements, des démarches administratives, etc. Donc ça pose beaucoup de questions. Et le dernier enjeu, donc la biodiversité. Alors c'est un enjeu qui couvre des thématiques très larges, qui sont difficiles à chiffrer, qui sont très dépendantes du contexte local. Les lignes directrices sont définies donc, au niveau international par les COP biodiversité. Et après, ça se traduit dans des textes différents qui font des zooms, donc, par exemple sur la protection des habitats et des zones sensibles, avec la directive oiseaux, sur les pratiques notamment autour des haies, mais aussi indirectement à travers d'autres textes. Donc, je le citais en début de présentation, la directive nitrate ou, par exemple, la couverture du sol ou la réduction des effets néfastes liés aux excès d'azote sur des zones sensibles est aussi positif. Et donc ça, concrètement, comment ça se traduit dans les pays? Donc en France, il y a la stratégie nationale biodiversité 2030 ou bien le pacte en faveur de la haie, où par exemple, dans ce pacte, il y a un objectif de plus 50 000 km de haies, ce qui représenterait plus 7% à l'échelle française. Et au Danemark, il y a l'accord tripartite que je vais détailler. Et donc, en action concrète, c'est l'exemple pour la France, mais je pense que c'est aussi applicable dans d'autres pays européens. Il y a la zone Natura 2000 avec des contraintes spécifiques, mais aussi des financements, et tout ce qui est autour de la haie et des prairies avec des règles de maintien, d'entretien, de calendrier, etc. Et on les retrouve notamment dans la PAC, dans les BCAE. Dans les choses qui vont évoluer à venir, c'est le règlement européen récent sur la restauration de la nature qui va mettre plus en avant des indicateurs à la hausse sur des systèmes agricoles autour du stock de carbone organique, des pollinisateurs. Donc, ça fera plus le lien biodiversité, système agricole. Et très récemment, la COP 16.2, parce que c'est une deuxième mini-COP après, où il y a un focus qui est fait sur le financement de l'action en faveur de la biodiversité et donc qui va sûrement remettre en avant les financements, notamment type PSE, qui n'étaient pas très axés biodiversité jusque-là et qui vont être plus mis en avant. Donc, on a fait le tour des différents enjeux. Donc, tout ça, comment ça se traduit en termes de financement? Alors là, c'était compliqué pour cette partie de mettre des euros parce que c'est toujours relatif au poids des budgets de chaque pays, etc. Donc, c'est plutôt qualitatif. Alors, le premier point que j'aborde, mais c'est aussi le plus rare en termes d'occurrence, c'est l'identification, labellisation de produits ou projets. Donc là, vous en avez 3. Climate Smart Commodity aux USA, le Low Carbon Emission Milk aux Pays-Bas et aussi une certification en Californie. Donc de nouveau, c'est assez rare comme dispositif. Ce qui est le plus courant, c'est des aides à l'investissement, que ça soit sur de l'agriculture de précision, sur des couvertures de fosses, de l'épandage, du bâtiment à faible émission, de la méthanisation, etc. Donc très axé globalement, nouvelles technologies. Des aides de fonctionnement pour la mise en œuvre de pratiques. Là, l'exemple, par exemple, du Bovaer au Danemark, sur des pratiques de gestion d'effluents, sur la réduction de fertilisation azotée, sur le biochar au Danemark, c'est aussi relativement original, et puis des systèmes qu'on connaît aussi via les MEC et les PSE. Ensuite, le financement de la recherche. Donc, le financement de la recherche et de l'investissement sont assez liés dans les textes qu'on retrouve pour faire vraiment le lien entre les deux.
Et donc, dedans, on retrouve les inhibiteurs, où vous aurez une petite présentation tout à l'heure sur les additifs, des alternatives aux fertilisants, donc je vous ai parlé de rainures tout à l'heure, des bâtiments agricoles à faible émission avec du traitement de l'air, etc. Je parle aussi, par exemple, d'une vaccination anti-méthane en Nouvelle-Zélande, ils travaillent là-dessus, voilà. Et puis, pour finir, des financements de l'accompagnement, avec notamment, financer les diagnostics, les accompagnements techniques. Tout ça, ça pose la question de est-ce qu'on finance des mesures à effet rapide, long terme et la réversibilité des pratiques. Par exemple, si on finance du gouverne dans les rations, on le finance, ça marche, on réduit les émissions, on arrête de le financer, si on arrête, les émissions, elles remontent. Donc, voilà. Donc ensuite, on passe à la partie suivante sur le positionnement des grands groupes laitiers. Alors, sachant que le focus, il est principalement sur les gaz à effet de serre, parce que c'est principalement sur cette thématique que se positionnent les grands groupes. Donc là, vous retrouvez... Donc on a essayé de couvrir des groupes qui sont dans les différents pays européens qu'on a abordés. Et il y a aussi Fonterra pour la Nouvelle-Zélande. Donc, l'étude Bulverse, c'est le rang mondial en production, en chiffre d'affaires produit lait 2023. Comme ça, vous voyez, voilà le classement. Et donc là, vous avez les objectifs 2030-2050. Donc, attention de nouveau à ces chiffres parce que c'est pas forcément la même comparaison en point de départ. Et ce n'est pas forcément le même périmètre, notamment la scope. Il y en a, c'est la scope 3, donc que pour la partie, on va dire, élevage. Il y en a, c'est au global, etc. Mais voilà, pour 2030, en gros, on va autour des moins 30%. Et pas tous là, mais une grande partie de ces groupes se positionnent sur un zéro net carbone à l'échelle de leur groupe à l'horizon 2050. Donc des objectifs très ambitieux. Et pour mettre en œuvre tout ça, il y a différents moyens. Donc, à chaque fois, vous avez les petits logos là pour voir quel groupe se positionne sur quel type de moyens. Donc, le premier qui est vraiment important, c'est tout ce qui est financement d'accompagnement, que ça soit financer du diagnostic et de l'accompagnement dans le temps, du financement d'actions individuelles ou collectives pour des formations de groupe, ou en Nouvelle-Zélande, du financement de plans d'action. Et donc, par exemple, Fonterra, l'objectif, c'est que, je crois que c'est d'ici l'année prochaine, tous les éleveurs de leur groupe, du groupe et un plan d'action pour réduire leurs émissions. Donc voilà, objectif ambitieux. Il y a du financement d'investissement, que ce soit par du financement participatif, du financement de la recherche, notamment via des partenariats, du financement de fermes expérimentales. Donc c'est le cas là, de la ferme pilote Net Zero en Nouvelle-Zélande où il y a Nestlé et Fonterra qui sont parties prenantes. Et donc c'est une ferme qui fera partie du projet européen Climate Smart Research. Et aussi du financement via des partenariats. Donc AgriZero, c'est en Nouvelle-Zélande où c'est un partenariat public-privé. Ensuite, il y a le financement via des primes, donc primes sur le prix du lait, donc qui peuvent être liées à la réalisation d'un diagnostic. J'ai fait un diag, j'ai une prime. Fonction de l'ambition de réduction, ou encore avec une approche plus large, durabilité. Donc c'est le cas de Sodial et de Friesland Campina, où il y a plus d'indicateurs que purement les gaz à effet de serre. Et le dernier, c'est via un label spécifique. Alors ce n'est pas un label fait par Nestlé, c'est aux Pays-Bas où il y a ce label, Low Carbon Emission Milk, et où il y a des produits Nestlé qui s'inscrivent dedans. Mais voilà, de nouveau, c'est assez rare comme démarche. Et donc, pour finir, le zoom sur 3 pays qui mettent en place des politiques particulières, on va dire. Donc, on commence par le Danemark, qui est peut-être le plus frappant. Ils ont un accord tripartite vert qui comprend 4 mesures. Donc, la première, c'est la taxe CO2, donc, qui doit courir sur 2028-2035, qui concerne le secteur d'élevage, mais aussi les tourbières. Et donc, ça sera un tarif progressif de 37 à 94 € la tonne, donc là, sur la période de temps. Mais sachant que ce tarif, en fait, il y aura une réduction si l'éleveur arrive à baisser de moins 40% ses émissions par rapport à la moyenne actuelle. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment d'inciter les éleveurs à réduire leurs émissions, notamment très axées nouvelles technologies. Et sachant que ce fonds, ça va être un peu en cercle, parce que ça va alimenter la transition agricole des éleveurs. Le deuxième, c'est le Greenland Fund pour en fait, des terres qui étaient tourbeuses mais cultivées pour les restaurer. Donc ça représente 3% des surfaces.
et pour remettre des surfaces en forêt. Donc c'est notamment toutes les côtes qui étaient très concernées par du lessivage de l'azote, et donc ça va être 6% des surfaces remis en forêt. Et puis bon, voilà, d'autres choses. Une nouvelle réglementation sur l'azote, alors qui n'est pas encore très précise sur sa mise en œuvre, mais l'objectif c'est de réduire les pertes d'azote. Et tout ça, c'est supporté par l'orientation de la PAC avec des jachères minimums et des éco-régimes pour appuyer la mise en œuvre des pratiques sur les exploitations. Alors, à noter que ces mesures, qui peuvent paraître un peu choquantes, hein, mais sont affichées, alors je dis bien affichées, hein, je n'ai pas demandé l'avis à des éleveurs danois, mais voilà, sont affichées comme un moyen d'encourager la transition en améliorant l'efficacité sans réduire la production. Donc, leur objectif, ce n'est pas de réduire la production après avoir... quel sera l'impact, hein, parce que là c'est tout nouveau, donc on ne peut pas encore le mesurer, mais en tout cas c'est affiché comme ça. Deuxième zoom, donc sur les Pays-Bas avec le régime de cessation d'activité d'élevage. Donc on en a beaucoup entendu parler aux informations. Donc un peu le problème d'où c'est venu, c'est des zones Natura 2000 qui étaient abîmées entre guillemets par des dépôts de nitrates provenant d'émissions d'ammoniac. Et donc là il y a une demande de réduction de 50% des émissions d'azote d'origine agricole, donc pas neutre. Et donc, pour mettre en place cela, il y a 2 régimes de cessation d'activité. Donc, c'est les schémas là, LBV et LBV+, qui ont été validés par la Commission européenne et qui concernent en gros les élevages, les gros élevages autour de ces zones et pas que élevage bovin-lait. Hein. Et donc, il y a une partie de ces fermes qui a un bonus sur le rachat de l'actif, ce qui n'est pas le cas de l'autre. Et donc, ces fermes qui sont rachetées, alors l'agriculteur, en fait, il reste propriétaire, mais il ne pourra pas se réinstaller en Europe. Et en fait, les droits à produire qui étaient associés à ces fermes sont retirés du marché. Donc ça veut bien dire que ces fermes qui vont arrêter, c'est bien des animaux hein, qu'il y aura en moins parce qu'il y a des droits à produire en moins. Donc là, à l'automne 2024, il y avait eu 1590 demandes, dont voilà, 450 pratiquement éleveurs laitiers. Mais il y a encore pas mal d'incertitudes sur la mise en œuvre concrète et l'impact réel sur le cheptel laitier, parce que c'est encore en train d'être mis en œuvre, et puis avec des changements politiques aussi aux Pays-Bas. Et le dernier zoom, c'est la Nouvelle-Zélande. C'est un pays hein, qui a eu une hausse spectaculaire de la production en 30 ans, mais où ça plafonne depuis 2015. Et donc, sur le petit schéma, vous retrouvez les bâtons bleus, c'est la production, et la courbe verte, c'est le nombre de vaches. Donc, on voit que le nombre de vaches hein, a baissé, mais qu'il y a un maintien de la production grâce à une hausse de la productivité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en 2015, grosse crise laitière, puis suivie d'années sèches. Et en parallèle de ça, il y a de la mise en œuvre de politiques environnementales qui concernent surtout la gestion de l'azote, avec des plans régionaux sur la qualité de l'eau. Et donc avec des obligations. Donc au nord, c'était l'obligation de bâtiments d'hivernage. Et au sud, l'interdiction d'installation de nouvelles exploitations, parce qu'il y a eu beaucoup de conversions, exploitations ovines, bovins-lait, et donc ça a été stoppé. Ce pays fait face à 2 grands défis. C'est à la fois le volet environnemental avec la protection des ressources, et puis un enjeu sociétal et économique majeur vu le poids de l'élevage laitier dans l'économie du pays. Et puis aussi l'adaptation au changement climatique, qui, avec leur système, ils se prennent de plein fouet les aléas. Donc pas mal voilà, de questions sur l'avenir. Donc, comme il y a eu beaucoup d'informations pour synthétiser, donc j'espère que tous vous savez voir les couleurs, mais pour voir un peu qu'est-ce que ça donne, c'était essayer de synthétiser en termes d'impact potentiel, hein, je dis bien, parce que vous avez vu, il y a pas mal de choses où il y a pas mal d'incertitudes sur les dynamiques laitières. Donc sur les 4 enjeux que j'ai abordés et sur l'ensemble des pays. Donc en rouge, c'est les pays où, a priori, au vu des évolutions réglementaires, ça sera contraignant pour la production. Donc on l'a bien vu pour le Danemark, pour les Pays-Bas. Question sur l'Irlande par rapport à la fin de dérogation. En orange, c'est qu'on est un peu dans des situations intermédiaires. Donc à noter, là, pour la France, j'ai mis la petite étoile parce que les zones vulnérables, ça ne s'applique pas de la même manière partout en France. Et puis en jaune clair, a priori, plutôt peu contraignant. Et attention, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'en soi-même, c'est pas contraignant en termes de production que c'est pas contraignant en termes d'administratif. On en parlait un peu sur la présentation précédente, et de temps à passer pour justifier qu'on respecte bien les règles.
Donc pour synthétiser un petit peu tout ça par rapport aux différents pays qu'on a vus, alors globalement on voit qu'il y a quand même une stabilisation de la production dans la plupart des pays qu'on a vus. On voit qu'il y a des pays, c'est vraiment trouver un compromis entre différents enjeux environnementaux, mais aussi économiques et sociaux, ce qui est le cas du Danemark, de la Nouvelle-Zélande, qui a des positionnements marqués dans certains pays, notamment sur les Pays-Bas par les pouvoirs publics, que globalement, il y a quand même des moyens importants qui sont mis pour la recherche, l'innovation, l'accompagnement des éleveurs, et que globalement, à l'exception peut-être des Pays-Bas, il y a un objectif quand même de maintien de la compétitivité et de maintenir la capacité productive des pays. Donc ça, c'était pour les différents pays qu'on a vus. Et quand on fait un peu le zoom sur la France, donc on a une production qui est stabilisée autour des 23 millions de litres de lait. On voit qu'on a une diversité de systèmes et la répartition géographique qu'on a en France, ça permet globalement une pression environnementale moins forte que dans d'autres pays européens. Malgré tout, les enjeux environnementaux sont bien identifiés et peuvent être à caractère contraignant dans certaines régions, notamment sur la qualité de l'eau, mais qu'on reste globalement sur plutôt un caractère incitatif pour beaucoup d'enjeux et de régions, avec du financement d'accompagnement, d'aide à l'investissement, etc. Et que globalement, les niveaux d'ambition actuels correspondent à de l'optimisation technico-économique sur les fermes. Et donc, pour conclure, les enjeux environnementaux, donc les enjeux eux-mêmes, c'est bien les mêmes entre les différents pays, mais les objectifs, ils sont dépendants des pays, liés à des contextes pédoclimatiques différents, des systèmes d'élevage, mais aussi des impacts qui se croisent. Idéalement, il y aurait besoin de traiter de manière globale ces enjeux pour éviter les contradictions, pour dire tel enjeu, il faut aller dans ce sens-là, et un autre enjeu, il faut aller dans l'autre sens. Ce qui n'est pas vraiment fait de cette manière, la réglementation n'est pas construite comme ça, mais ça serait l'idéal. Et voilà, dans l'idée d'essayer de trouver un compromis. Aujourd'hui, on est principalement sur des mesures incitatives non contraignantes, avec de la mise en avant de bonnes pratiques, un gros zoom sur les progrès technologiques qui sont mis en avant dans beaucoup de pays. Il y a peu à pas du tout la question d'évolution de système. Dans tout ce que j'ai pu lire, ça ne vient jamais. Et je pose aussi le croisement, on en a parlé un peu avec la présentation précédente, le croisement avec l'adaptation au changement climatique qui va mettre beaucoup de bazar dans les objectifs de réduction, enfin dans la réalisation concrète des réductions. Cependant, on voit quand même l'apparition de mesures contraignantes dans des grands pays producteurs et exportateurs, donc c'est vrai que c'est quand même un gros tournant qu'on est en train de vivre et qui pose question. Et puis plus récemment, il y a l'enjeu méthane avec des objectifs de réduction spécifiques qui est important dans plusieurs pays. Et je donne la parole à Raphaël. Merci Elisabeth, qu'on applaudit pour cette belle synthèse. Donc, façon de dire aussi, tous ces projets européens, on apprend des choses et ça permet d'avoir l'expertise pour analyser les stratégies des bassins laitiers. Donc tout ce travail-là aussi est soutenu par la CNE et le GNIEL. Et donc on va passer à la question du méthane et des compléments alimentaires. Raphaël, tu as la parole. Donc bonjour à tous. Donc moi je vais vous faire un rapide focus sur les émissions, sur les compléments alimentaires qui permettent de réduire les émissions de méthane entérique. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un vrai essor de ces nouveaux compléments alimentaires pour réduire ces émissions de méthane. Et donc on vous propose un peu d'expertiser un peu toutes les solutions qu'on a pu voir dans la biblio. Donc je vous propose un classement à partir du potentiel de réduction des émissions de méthane entérique en pourcent, donc c'est sur des grammes par jour, et en abscisse le nombre de publications scientifiques pour donner une idée un peu de la connaissance que l'on a sur ces compléments alimentaires. Donc on retrouve à peu près 3 groupes. On a un groupe où on a des compléments alimentaires qui sont plutôt bien renseignés, bien connus et bien décrits dans la littérature scientifique, avec des potentiels de réduction assez importants, autour de 15 à 25-30%. Donc on a là-dedans le nitrate de calcium et puis le 3-nop. On a également un groupe un peu plus intermédiaire, où là on manque encore un peu de publications sur le sujet, autour notamment des algues de type Asparagopsis, où là on observe des réductions importantes, mais peu d'études finalement à mettre derrière. Et puis après, on a toute une gamme de produits qui arrivent là très rapidement sur le marché,
à base notamment d'extraits de plantes, donc que ce soit saponine, tanin, biochar, microalgues. Et là, on se retrouve avec des solutions où on connaît peu, on a peu finalement d'études à chaque fois sur chacun des produits. On a des efficacités beaucoup plus limitées, et puis aussi des réponses très variables selon les études. Donc si on s'intéresse d'abord aux compléments efficaces et bien documentés, la plupart du temps à l'auge, je précise bien parce qu'il y a peu d'études sur le pâturage sur ces compléments alimentaires, du fait de la distribution un peu plus compliquée dans ces systèmes d'élevage. Donc pour le 3-NOP, on est sur un complément qui est autorisé dans l'alimentation animale en Union européenne, qui permet de réduire de 15 à 40% les émissions de méthane entérique, suivant la dose de 3-NOP que l'on distribue, et puis également les caractéristiques de la ration. C'est un complément alimentaire qui n'a pas d'impact avéré sur l'ingestion et la production laitière, du fait de son mode d'action, qui est en fait une action très spécifique sur une enzyme présente dans le cycle de développement des archées méthanogènes et qui est responsable du méthane. Il est la plupart du temps mélangé dans la ration, donc soit directement incorporé dans un minéral ou alors dans un aliment du commerce. On est sur un coût à la vache laitière par jour autour de 28 centimes, pour une vache qui consomme environ 23 kg de matière sèche. Et puis on est sur une empreinte carbone autour de 4,8 équivalent CO2 par kilo de produit. Je vous parlais tout à l'heure du pâturage. Il y a une étude qui a été réalisée à partir de ce complément alimentaire au pâturage en Irlande. Et ce qui est ressorti de cette étude, c'est que lorsqu'on apporte ce complément alimentaire au moment des traites entre les périodes de pâturage, on observe finalement une efficacité limitée du produit, puisque l'effet du produit se réalise uniquement à la suite de son ingestion, et ensuite on retrouve les mêmes émissions au long de la journée lorsqu'il n'y a plus de compléments dans le rumen. Donc là, il y a des recherches autour de l'intégration de ce type de compléments alimentaires, par exemple dans des blocs alléchés, pour qu'on puisse continuer à avoir une distribution au cours de la journée. Dans les compléments efficaces et bien documentés à l'auge, on a également les nitrates de calcium. Donc là, tout comme le 3-NOP, c'est autorisé en alimentation animale en Europe. On est sur des diminutions un peu plus faibles que le 3-NOP, autour de 15 à 25% dans les doses maximum, sans conséquence sur l'ingestion et la production laitière. On est sur un autre mode d'action. Ici, on capte un substrat des bactéries qui produisent le méthane, donc on les empêche de se développer et donc d'émettre du méthane. Et c'est tout comme le 3-NOP, on est sur finalement un mode de distribution, mais vous allez voir, tous les compléments alimentaires, c'est à peu près la même idée. L'idée, c'est de l'incorporer directement dans la mélangeuse, dans la ration, pour qu'il y en ait à chaque fois dans chaque prise alimentaire. On est sur un aliment, un complément qui coûte dans les mêmes ordres de grandeur que le 3-NOP, et sur un coût équivalent, une empreinte environnementale un peu plus faible, autour de 0,8 kg équivalent CO2 par kilo de produit. En sachant qu'on n'est pas à chaque fois sur les mêmes quantités distribuées par vache, donc finalement l'effet de cette empreinte environnementale n'est pas la même. Si maintenant on se focalise un peu plus sur les compléments alimentaires qui sont moins bien documentés, on a d'abord l'algue Asparagopsis, donc c'est une algue qui pousse dans les eaux méditerranéennes ou des eaux du sud, et qui permet de réduire les émissions de méthane jusqu'à 60% dans certaines études. Mais attention, quand on va jusqu'à ces réductions, on observe souvent des diminutions d'ingestion et de production laitière liées au mode d'action de ces algues, puisqu'elles ont deux actions spécifiques, une un peu comme le 3-NOP d'inhibition de ces archées, d'une enzyme là, dans le processus de fabrication du méthane par les archées méthanogènes. Mais on a aussi une réduction globale des fermentations ruminales, puisque il y a des composés dans ces algues qui réduisent directement les fermentations. Et là, pareil, on est sur une distribution directement dans la mélangeuse. La plupart du temps, les algues, elles sont broyées, lyophilisées, et ensuite elles arrivent en sac dans les exploitations. Et puis enfin, on a les compléments alimentaires qu'on peut appeler à efficacité variable et peu documentée. C'est tout ce qui arrive sur le terrain en termes d'extraits de plantes, donc des tanins, des huiles essentielles, j'ai dit tout à l'heure, des saponines, des microalgues, du biochar. Là, on est principalement sur des essais in vitro, la plupart du temps dans la bibliographie. Et donc, on a évidemment peu de recul sur leurs conséquences sur l'ingestion et sur la production laitière.
On a également peu de connaissances sur les modes d'action. La plupart du temps, c'est testé, mais il n'y a pas d'explication derrière. C'est souvent beaucoup de molécules actives, et donc c'est souvent plutôt un cocktail qu'une seule action spécifique. Et là, pareil, pour le mode de distribution, on serait probablement sur des choses mélangées directement dans la ration ou sur des blocs alléchés. Et puisqu'il y a peu d'expé in vivo, on ne peut pas vraiment statuer sur cette question-là. Donc en complément, ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe des compléments alimentaires éprouvés, notamment le 3-nop et le nitrate de calcium, qui permettent d'avoir des réductions importantes à l'auge, où on n'observe pas de conséquences sur les performances zootechniques. Par contre, il reste derrière ces deux compléments alimentaires des questions sur l'acceptabilité par les éleveurs et les consommateurs, puisque ça reste quand même des molécules de synthèse. Et puis on a également d'autres compléments alimentaires qui restent à expertiser. Et il reste beaucoup de travail d'ailleurs sur ce sujet. Donc là-dedans, on a les algues de type Asparagopsis et puis les extraits de plantes, où là on a des réductions plus faibles, où on a moins de connaissances sur les performances zootechniques. Et donc on a un vrai besoin d'expertise. Et ce qu'on propose de faire dans le projet Méthane 2030, qui a démarré en 2023, où on testera 5 compléments alimentaires testés en bovin lait dans ce projet. Donc on va quand même tester une molécule de synthèse, on va également tester 3 extraits végétaux et un biochar. Et dans ces expérimentations, on va mesurer les émissions de méthane entérique via un appareil qui s'appelle le GreenFeed. On mesurera également la production individuelle de chacune des vaches, la composition du lait et leur état corporel. Et ces expérimentations elles vont être réalisées dans les fermes du réseau PharmXP de Derval, Trévarez et les Trinotières. Voilà, merci pour votre attention. Bon, merci. On a un peu de retard, donc on va prendre une seule question. Je te laisse piloter, Stéphane. Merci à vous deux. Alors juste, Elisabeth, la France, c'est 23 milliards litres de lait, pas 23 millions. Non, une question sur ce que vous avez présenté, sur la méthode de calcul, notamment des carbones, tout ça. Est-ce qu'on a regardé si c'était à peu près compatible tous les pays ensemble? Est-ce que la même méthode est homogène chez tout le monde? Du carbone, tout ça. Alors, pas dans le cadre de ce projet-là. Par contre, on a plusieurs projets en cours où il y a justement un travail de comparaison de méthodes et d'outils, donc notamment dans Clean and Farm et dans Climate Farm Demo, pour comparer les outils et les méthodes. Donc c'est un travail encore en cours, mais où effectivement il y a des différences. Donc c'est un peu ça le problème, et qui fait qu'il rend très compliqué la comparaison en fait des résultats entre pays. Donc le but de ces projets, c'est justement de bien pouvoir identifier les différences pour pouvoir après tout ramener à même niveau, mais qui fait donc qui fait que effectivement aujourd'hui les chiffres ne sont pas comparables. Non, mais surtout que ça ne nous amène pas à une distorsion de concurrence, souvent ce qu'on a en tête. Et sur la zone vulnérable, tu as souligné qu'on était disparates. Donc on a des zones vulnérables en France qui sont toutes traitées pareil. Alors par le PAN et le PAR, alors toutes les exploitations ne sont pas en zone vulnérable. Quelle différence tu voyais dessus, sur cette différence au niveau territorial? Vous voulez dire pour la France ou par rapport aux autres pays? Pour la France, puisque tu as mis un astérix. Oui. C'était surtout pour la Bretagne par rapport à d'autres régions françaises sur les zones d'action renforcées où il y a des règles supplémentaires. Donc voilà, c'était surtout pour donner cette nuance-là. Et puis comme vous l'avez dit, pas toutes les régions françaises sont en zone vulnérable. Donc ça fait un peu 3 niveaux. Zone hors zone vulnérable, je vais mettre simple, et zone vulnérable à action renforcée qui ont un niveau additionnel de contrainte. Voilà, c'était pour donner un peu cette nuance. Alors que il y a d'autres pays en Europe, c'est tout le pays qui est en zone vulnérable avec la même règle partout, quoi. Donc c'est juste qu'on aime préserver notre hétérogénéité française. Mais merci. Mais je m'aperçois quand même de ce que tu as présenté, c'est que la France est quand même bonne élève au niveau environnemental. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une seule. Allez, on avait dit une question. Excuse-moi, Anne-Charlotte. Oui. Je maîtrise le temps. Oui, Flimelin, un ancien de l'Institut. C'était pour revenir sur le tableau comparatif couleur entre pays. Si vous pouvez le reprojeter. Voilà, on voit que la qualité de l'eau en France serait meilleure que celle aux Pays-Bas et en Irlande. Aux Pays-Bas, il n'y a aucun doute.
En Irlande, sur quels critères? Et qu'est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est la Bretagne ou est-ce que c'est l'Irlande? Ouais. Et pareil pour la Californie. Si vous parlez de la vallée centrale de Californie, avec en moyenne 4 à 7 vaches hectares et des traitements qui sont en cours, mais on a toujours les effluents liquides qui sont mal gérés, je ne vois pas non plus pourquoi on est en jaune et pas en rouge. Alors c'était plutôt un positionnement par rapport au niveau de contraintes que posent les réglementations environnementales, plus que leur niveau de performance environnementale. Donc pour donner l'exemple, voilà, Pays-Bas, Irlande, je les ai mis en rouge parce que tous les deux sont concernés par la fin de dérogation et donc l'impact potentiel sur la dynamique des filières risque d'être important. Voilà, c'était plutôt par rapport à ça. Et donc par exemple, voilà, la Californie, c'était notamment par rapport à le programme sur les nitrates que j'ai cité, donc qui concerne une seule vallée de Californie, mais qui met des contraintes sur cette zone-là. Donc c'était plutôt un tableau pour positionner l'impact potentiel de la réglementation environnementale pour répondre aux enjeux en termes de dynamique laitière. Mais je dis bien voilà, potentiel, puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver à l'avenir qui ne sont pas encore très claires aujourd'hui. Et pour répondre juste à votre question, surtout ne stigmatisons pas la Bretagne. La Bretagne a fait d'énormes efforts. Non, mais la Bretagne a fait d'énormes efforts. Et sur la qualité de l'eau, soyons sûrs que la pollution d'eau est d'origine agricole. On a beaucoup de soucis sur les stations d'épuration des grandes villes. Moi, je n'oppose rien, voilà. Mais les agriculteurs ne peuvent pas tout porter quand il y a ces causes-là. Voilà. Merci à vous deux. On passe au dossier suivant, André. Donc